one who knocks. Te pose yeux, tu sais. Why are we followers? So we can learn to pick ourselves up. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Dalil. Salut Léandre. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Mais je ne sais pas, c'est qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre voix? Mais oui, et en plus une voix féminine. C'est une petite magicienne qui apparaît dans votre podcast. C'est ça. Eh bien, il y a une nouvelle voix parce que c'est une émission spéciale Harry Potter aujourd'hui. Et Dalil m'a dit, écoute, si on fait une émission spéciale Harry Potter, j'ai la spécialiste qu'il nous faut. Et donc, I know the one. tu nous as ramené quelqu'un. Bah oui, Sarah Draou, la spécialiste Harry Potter, doctorat. Oh là là, merci. Enfin bref, je te laisse te présenter. Bon, bonjour, je m'appelle Sarah Draou. Tu étudies l'univers d'Harry Potter depuis 10 ans maintenant, c'est ça? Ouais, plus ou moins. On va dire que je suis née dedans. Non, mais enfin, je sais pas, c'est juste parce que j'aime bien l'univers en lui-même, donc je me suis quand même assez renseignée sur la chose. Ouais, enfin genre quand on dit Potterhead, elle en fait partie quoi. Ouais. Limite, C'est pas parce que j'ai une baguette et la carte des maraudeurs qu'il faut dire ça direct. Hein. C'est ça, et t'as le mug aussi qui se transforme en carte des maraudeurs. Oh waouh. Merci d'ailleurs. Et donc Il est très beau. il faut le dire, tu as relu tous les livres rien que pour ce podcast. Ouais, Ouais, donc cette en... dernière semaine. Donc en- nous on avait la flemme de le faire, donc on a demandé à quelqu'un de le faire. c'est ça. Donc tu seras un peu notre experte Harry Potter durant tout ce podcast. Merci à toi. Alors le concept de ce podcast, c'est assez simple. On va vous faire chacun une analyse d'un personnage qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas d'ailleurs, peut-être, hein, à voir. Ouais, on verra. Suspense. Et Suspense. évidemment, on sait que vous aimez ça, donc on va aussi vous faire nos top et flop de la saga. Mais avant tout, on va se faire une petite présentation magique. On a tous fait le test pour savoir dans quelle maison on était et quel était notre patronus. Léandre était le dernier, bien sûr. Oui, C'est ça. oui, j'étais un peu en retard, mais moi je l'avais déjà fait ailleurs, mais on m'a donné un meilleur site et j'avoue qu'il était bien fait. Le site officiel. Le Léandre. site officiel, excuse-moi, mais j'ai toujours été alternatif, moi. Alors Dalil, Eh bien, moi, je suis un cerf d'aigle. J'avouerai, j'étais un peu choqué, je pensais que j'étais un pouf-souffle, sincèrement. Et puis, quand le site il m'a montré cerf d'aigle, je fais « Ah, ok ». Et alors, mon patronus, c'est un chat russe bleu. Chat bleu russe, non. Chat bleu russe. Et toi, Sarah, c'est quoi ton... Bon, ben, moi, je l'ai toujours su, pouf souffle. dans le fond je l'ai toujours su. Non, mais vraiment, en lisant les livres la première fois et en regardant les films, bah, direct, je suis une pouf souffle. Et par contre, mon patronus, c'est un renard argenté. Et moi, je suis aussi pouf-souffle. Oh là là. Évidemment, c'est c'est la base. Hein. Je Mais pense c'est que- ouf, hein, le nombre de pouf-souffles Mais c'est parce qu'il y que a c'est... dans mon entourage. C'est la base, quoi. C'est vraiment les... Comme les- quoi, c'est moi le plus intelligent de tous, en fait. Je suis pas T'as sûr. été là, franchement. Je suis pas sûr. Mais moi, c'est exactement ce que je voulais, donc je suis très content. Et alors, mon patronus, on va pas en parler. Parce Mais que si, je si, suis un peu- non, 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 si, non. si, Ah, si, vas-y. Tu dois dire ton Et donc, patronus. mais mon patronus, c'est un saumon. Ah, saumon doré. Saumon doré. La classe. Voilà. Je pense que c'est parce que j'aime bien l'eau, tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être parler un peu d'Harry Potter en général, mais surtout de l'auteur qui est derrière tout ça. Bien sûr, J.K. Rowling. Alors, c'est un personnage assez controversé, on peut le dire. Plus maintenant Plus que... maintenant, qu'avant. récemment, quoi. Parce Ouais. qu'on va dire que quand elle a écrit les Harry Potter, elle était quand même bien. Hein. Bah, elle avait pas Twitter. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, elle a Elle quand avait même pas les réseaux vraiment sociaux. bien écrit les livres. Oui, Et elle a écrit un ce qu'il y très a, beau c'est que univers. ouais, cet univers, c'est vraiment quelque chose, quoi. Mais... Elle a fait vraiment un gros travail comme les plus grands avant elle. Ça, c'est vrai qu'on peut pas lui retirer. Mais ces dernières années, c'est vrai que sur Twitter, elle nous balance des petites perles là, Ah ouais, là. J'avoue, ça, ouais. où elle veut absolument nous faire croire, ou bien se faire croire à elle-même peut-être, qu'elle était déjà très ouverte, très woke, comme on dit, une social justice warrior, C'est ça. à l'époque, en rajoutant des particularités à certains de ses personnages qui ne sont pas du tout évidents dans les livres. Donc on a raison de douter peut-être de ses intentions. En fait, c'est parti vraiment quand une fan théorie sur Albus Dumbledore disait que c'était la mort et que la meuf, elle a fait « Oui, c'est ça ». Et à partir de ce moment-là, elle est partie en cacahuète. Elle a validé des fan théories, en veux-tu, en voilà. Et enfin, je sais pas, Sarah, si tu veux... Bah, en fait, elle veut accepter tout le monde dans son univers, c'est Ouais. ça. Et je pense qu'en acceptant trop de gens,
comme ça d'un coup, elle fout un peu, on va dire... Le caca. Voilà. À la rigueur, accepter tout le monde, ça je suis tout à fait d'accord, mais c'est la façon dont c'est fait. Son univers a déjà été écrit et c'est juste rajouter des trucs après pour se donner un peu bonne conscience comme ça. Pour moi, ça passe mal en tout cas. Ouais, bah, pour Ah moi non, aussi. je suis d'accord avec ça. C'est juste que je peux comprendre aussi son point de vue à elle. Ouais, mais Et après, aussi elle le avait point déjà. de vue des fans. Parce Oui. que c'est plus... Ouais, c'est plus pour les fans qu'elle ouais, le fait. ouais. Après, bon... Mais après, elle se met pas mal de fans à dos à cause de Ouais, justement j'avoue. ça. Donc, Mm. à voir. On va passer à notre flop de la saga. Dalil, peut-être que tu pourrais commencer. Alors, moi, mon flop de la saga, c'est Le Prince de Sang Mêlé, en film. C'est David Yates, c'est ça? Ouais. Donc Ouais. David Yates... Complètement inconnu, qui est sorti de nulle ouais. part. Mais du coup, David Yates, je trouve qu'il a rien compris en fait à l'essence du tome 6. Il transforme le film en une sorte de romance vraiment malmenée, une sorte de rom-com chelou avec Ron, One. Ron, en veux-tu, en voilà. Oui, Enfin, et puis bref. Harry, Ginny, enfin, c'est... Et alors, il y a plein de vraiment, romances non-stop. quoi. la phrase qui m'a fait comprendre, enfin qui te fait comprendre qu'il n'y a rien qui va, c'est quand Hermione dit mais tu veux pas savoir qui est le prince de sang mêlé? Et t'as Harry qui fait bah non. Et t'es là, mais gros, c'est quoi ce délire? C'est vraiment, enfin pour ne pas spoiler, hein, Bah, Parce que- je pense qu'on va être obligé de spoiler à deux moments, donc Non, peut-être le mais- dire déjà maintenant. Si vous n'avez jamais lu, si vous n'avez jamais vu Harry Potter, je sais pas si ça existe, et si ça vous intéresse surtout de le voir ou les lire plus tard, il y aura des spoilers. ouais, ben donc, enfin pour un peu comprendre le délire, Tom Jedusor, tu comprends dans ce tome c'est quoi sa relation avec Serpentard, puisque c'est un descendant de Serpentard. Tu comprends pourquoi il sait parler le fourche-langue. Enfin, ça pose les blocs pour Les reliques de la les mort. reliques de la mort. Enfin, c'est vraiment ouf comment tu peux te fourvoyer autant sur un film. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui va. Jeu d'acteur, c'est naze. D'ailleurs, Daniel Radcliffe l'a complètement assumé. Il dit que c'est le pire film qu'il ait fait. Il a vraiment du mal avec sa prestation. Enfin voilà quoi, il y a vraiment rien qui va, du début jusqu'à la fin. Ok, ça tacle directement très sévère à Ouais. la gorge ici. C'est ça prend... Là. Est-ce que Sarah, tu seras quand même un peu plus nuancée dans ton flop? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que je vais suivre exactement ce que Dalil dit. Moi, c'est pas le prince de sang mêlé, mais c'est celui d'après, les reliques de la mort. Et donc, moi, je trouve qu'ils auraient pas dû le diviser en 2 films déjà. Ils auraient dû garder l'essence d'un seul livre, donc dans un seul film. Et bien sûr, le fait qu'il n'ait pas insisté sur les reliques de la mort en elles-mêmes. Ouais, c'est vraiment balayé. Le film s'appelle Les reliques de la mort, les gens. Enfin, je sais pas, ils ont parlé, oui, de la cape d'invisibilité, oui, de temps en temps, mais ils parlent Bah, pas c'est vraiment... condensé dans le petit truc d'animation, quoi. Ouais, qu'on voit, voilà, et c'est- exactement. c'est tout. Et moi, je trouve que c'est pas assez. Ils ont pas assez parlé donc de l'héritage de Tom Jedusor. Justement, cet héritage-là, nous lancer sur les reliques de la mort, je trouve qu'ils ont vraiment mal représenté le bouquin dans les livres, en fait. Non, le Mais ce qui est bouquin dans les fou, hein, films. Ce Ouais, qui est ouais. faux, c'est que ces 2 films-là ont été vraiment très appréciés par le public. Ouais, Ouais, surtout ouais, le ouais. dernier, la partie 2. Surtout la partie 2 pour le dernier, alors Ouais. que la bataille de Poudlard... Oui. Ah, ça va. D'ailleurs, j'ai des choses à dire sur cette Ça va. bataille. Ce n'est pas normal. Ça ne devait pas se passer comme ça. Oui, mais moi je trouve que ça Sans allait. oublier, alerte spoiler, cette mort de Voldemort qui n'était pas normale. Ils ont changé complètement la mort de Voldemort et ça l'a discrédité, mais comme pas possible. Dans les livres, c'est tout à fait justifié et je sais pas, c'était vraiment du n'importe quoi en fait, pour moi. Enfin voilà, ça c'était mon flop, les Bah, reliques écoute, de la mort. C'est quoi le tien, Léon? On verra si c'est partagé par nos auditeurs. Ouais, on va se mettre les auditeurs à dos, là, je pense. Je sais pas. Eh ben moi, Excusez-moi. moi je pense aussi que ça va être pas mal contesté par les gens qui écoutent. Moi j'ai choisi comme flop Harry Potter et la Coupe de Feu. Oh là là, un Et- des appréciés en plus. Ouais, ça c'est Ouais. vraiment un des appréciés. C'est un des appréciés, mais c'est un des appréciés, oui, mais c'est aussi un des plus détestés par ceux qui ont lu les livres, parce que c'est quand même considéré comme une des pires adaptations au niveau de la saga. Donc ça a été réalisé par Mike Newell, qui, quand tu regardes les making-of, etc., il s'en bat les couilles et il respecte rien du tout, quoi. Il disait vraiment qu'il lisait le livre et qu'il passait des passages entiers parce que ça l'intéressait pas. Mais on adore quelqu'un qui ne lit pas les livres.
je veux dire, le mec. Non, mais il voulait le mec, pas. le il mec voulait pas se réalisait un faire- film et il n'a pas pris la peine de lire le livre. Non, mais il sur faut lequel- comprendre, il voulait pas se faire influencer par le Oui, bouquin, ça tu doit vois. être Il ça, avait c'est sa propre perception. C'est ça. Mais j'ai l'impression que le mec a quand même un sacré ego parce que tu vois aussi qu'il était fort en compétition avec les deux réalisateurs qui étaient juste avant lui, donc Chris Columbus et Alfonso Cuarón. Et donc par exemple il dit je voulais faire un truc assez dark parce que c'est vrai que l'histoire s'y prête bien, mais il dit Alfonso l'avait déjà fait dans le 3 qui esthétiquement est un des plus dark je pense. Ouais, quand même. Donc il dit mais je pouvais pas faire ça parce qu'il l'avait déjà fait, donc j'ai fait un truc un peu plus comique, plus light, jusqu'à la fin où là j'ai complètement switché le truc pour faire un truc plus dark parce que Voldemort revenait. Spoiler. Oula. Mais sauf que c'est complètement débile quoi, cette réflexion, ça m'agace. Et alors il voulait faire des trucs complètement fous, genre dans l'épreuve avec les dragons, il voulait que la course-poursuite, what the fuck quoi, se continue dans la forêt interdite et qu'il crame carrément la moitié de la forêt interdite. Et donc là il y a quand même des gens dans le set qui lui ont dit Mais ça, bien sûr. on va peut-être éviter parce qu'on en a peut-être un peu besoin de la forêt interdite. C'est hein. vraiment pas comme si les araignées, les centaures, C'est ça, les quoi. trolls et tout n'ont pas besoin de la forêt. Tout l'écosystème. Et alors c'était peut-être une bonne analyse sur justement ce danger climatique. C'est vrai ça. Moi je pense qu'il avait vu l'Australie. Oh, il était déjà. Il était déjà aware. Il était Oh là omniscient là. le mec. Mais donc voilà, mon flop c'est l'adaptation d'Harry Potter et la Coupe de Feu. On va donc passer à la suite et plus précisément à l'analyse de chaque personnage chouchou ou pas. Hein, on sait pas. Hein. À voir. On va voir. Hein. Et donc on va d'abord faire un petit tour de table pour dire chacun ses personnages et puis après on va rentrer un peu plus dans le détail. Yes. Alors, Léandre, tu veux commencer? Eh bien moi je vais parler de Severus Rogue, C'est un vrai. des personnages les plus emblématiques et énigmatiques de la saga. Énigmatique. Et toi, Sarah? Moi, je vais parler du préféré de tous, Sirius Black. Ah, ça, Oula, On verra. ça tacle déjà là. Ah, mais je pense qu'on n'est pas d'accord tous les deux. C'est avec ça, en fait, le choix qu'on vous a allez fait. avoir une grosse fight et moi je suis là avec Luna Lovegood en plein milieu et je vous regarde quoi. C'est ça quoi, putain Luna. Je cherche les Nargles. Mais écoute, je te propose qu'on termine par Luna, ce sera peut-être le plus chill. Le plus chill, ouais, Ouais. je pense. Hein. Est-ce que tu veux commencer Sarah? Non, ça va, je vais te laisser la, Je me laisse je vais te laisser commencer. la main. Alors. Après tout ce temps, à jamais. Donc selon moi, Severus Rogue est l'un des personnages les plus ambigus et les mieux écrits de l'univers Harry Potter. Son arc narratif, il est truffé de fausses pistes laissées par J.K. Rowling pour que le doute sur ses véritables intentions reste flou jusqu'à la fin ultime de l'histoire. Parce que c'est seulement à la fin qu'on comprend vraiment qui était Severus Rogue. Mais pour comprendre ce personnage complexe, il est primordial évidemment de connaître son histoire. Donc on connaît l'histoire dans les films, etc. Mais surtout son enfance qui est très importante parce que Rogue naît d'un père moldu et d'une mère sorcière. Et donc son enfance est remplie de conflits et de tristesse. On peut déjà voir un parallèle avec l'enfance de J.K. Rowling. Et alors, donc son père, c'est un homme violent, et il ignorait que sa femme était une sorcière. Et une fois qu'il se rend compte du secret de son épouse et des capacités de son propre fils, la relation va vite se dégrader, de manière assez significative, on va dire. Et donc ça va pousser le jeune Severus à devenir un enfant assez solitaire, assez froid, et même parfois cruel. Perturbé, oui, carrément. Donc, le peu d'amour et de délicatesse qu'il va recevoir dans sa jeunesse, il va les trouver auprès de Lily Evans, une jeune sorcière née moldue qui vivait dans le même quartier que lui. Et alors, il y a toute une histoire, il y a une petite histoire avec la sœur de Lily, donc Pétunia, qui était donc, elle, une non-sorcière et qui voulait absolument aller à Poudlard. Donc, elle avait même écrit une lettre à Albus pour rentrer dans l'école, mais Albus lui a dit, désolé Sis, mais non. Et donc, évidemment, Pétunia n'aimait pas Rogue. Et donc, Rogue n'aimait pas Pétunia. Et donc, ça a grandi un peu sa haine envers les Moldus. Donc, c'est un peu de là. Et donc, évidemment, son père aussi, qui a fait un peu... Comment ça, il n'aimait pas son père? Il avait un peu du mal avec les Moldus. Ouais. Donc, ensuite, Rogue va faire sa scolarité à Poudlard, évidemment. Mais ça ne sera pas une partie de plaisir parce qu'il va se faire harceler par les maraudeurs. C'est quoi les maraudeurs? Les maraudeurs, c'est des petits FDP. Ok. Un petit gang composé de Sirius Black,
James Potter et Lupin, pour ne citer que. Rémus Mais Lupin. il va quand même être un élève brillant, particulièrement en potions et en défense contre les forces du mal. Et donc, il aspire déjà assez jeune à devenir un grand mange-mort. Et donc, il va aller logiquement à Serpentard, alors que son amour secret, Lily, ira à Gryffondor avec James Potter. Et donc, pendant toute sa scolarité, Rogue va partager son temps entre ses amis de Serpentard, qui sont des fréquentations assez bof, on va dire, et Lily, évidemment. Et alors, Rogue, évidemment, déteste Potter et ses amis, et donc il va tout faire pour prouver à Lily que les maraudeurs ne sont pas si différents de ses amis de Serpentard. C'est aussi des petits cons. Et donc, il va aller même jusqu'à suivre Lupin un soir de pleine lune. Et donc, sans l'intervention de James, il se serait bien fait déchiqueter carrément. Ouais, sans vouloir dire, mais c'est Sirius qui l'a forcé à aller. Oh, Il lui a montré en quelque fait chose que comment je sais. aller. Donc, Sirius, hein, petit con Sirius. Donc, voilà, c'est encore pire. Alors après, il s'est senti mal quand même, Oh. juste pour dire. Ah, ça va alors. Et donc, évidemment, Rogue était redevable, entre guillemets, à James, mais donc ça le mettait encore plus mal. Et on en reparlera plus tard parce que ça aura des conséquences sur Harry Potter directement. Oh. Mais donc, c'est durant la 5e année que Rogue va totalement basculer du côté obscur de la force, à la suite d'une énième agression des maraudeurs. Rogue va quand même balancer un petit Septum Sempra au KLM pendant la fight. On adore Septum Sempra. Et donc Lily va encore intervenir, mais là, Rogue, blessé et humilié, va lui dire, écoute, j'ai pas besoin de ton aide, espèce de sang de boue. Il l'a dit. Il l'a dit. Et là, ça marque la fin de leur relation, évidemment. La suite, on la connaît tous. Rogue va suivre le Seigneur des Ténèbres. Il va enseigner à Poudlard en tant que double agent pour le compte de Voldemort. Et c'est d'ailleurs durant cette période qu'il va entendre une discussion entre Albus et Trelawney parlant de la fameuse prophétie. Mais alors, évidemment, lorsqu'il se rend compte que Voldemort part tuer les Potter, il supplie Dumbledore d'épargner Lily. Et alors, dans le livre, il demande de sauver Lily, alors que dans les films, il demande de sauver les Potter, quoi, en général. Et donc, je trouve que c'est une différence assez intéressante sur le personnage de Rogue. Ouais, ça, on peut dire merci à Alan Rickman Voilà, quand même pour Rickman. ça. Parce que, Oui, évidemment, j'en parlerai. Et alors, évidemment, il y a un plan de protection est mis en place, mais Pettigrew trahit les Potter. Enfin, ça, je vais en parler. Vous connaissez l'histoire, de toute façon. Donc, à la mort de Lily, évidemment, il est anéanti. Et alors, Albus lui dit que l'enfant a survécu et que si Rogue aimait Lily, il devait l'aider à le protéger coûte que coûte. Et donc, c'est un peu l'origine story de Rogue qui va devenir ensuite un triple agent, carrément. Le mec, il a aucune limite, quoi. Donc ça, c'est un peu, voilà, pour l'origine story de Rogue. Maintenant, place à mon analyse subjective. Donc, la beauté du personnage, c'est qu'on ne sait qu'à la toute fin de l'aventure qui il est vraiment. Dès les premières apparitions de Rogue, on le déteste. Enfin, on nous fait le détester. Et c'est un prof injuste, haineux, particulièrement dur avec Harry. On ne comprend pas trop pourquoi, d'ailleurs. J.K. va nous mener en bateau pendant des années jusqu'à nous faire croire que Rogue serait l'un des principaux antagonistes de l'histoire, jusqu'à la fameuse scène du Always. Ça, évidemment, j'y reviendrai un peu plus La tard. protection, avant tout. Mais oui. Always. De base, je voulais expliquer ce personnage en évoquant évidemment l'amour et la loyauté, mais plus j'y réfléchis et plus je me dis que c'est pas tout à fait ça, et qu'au final, son histoire, elle est triste, noire et même pathétique. Parce que lorsqu'on parle de son amour pour Lily, qui dans le fond va dicter toute sa vie en final, on parle d'un amour inavoué, non réciproque et obsessionnel. Je pense que, vu sa jeunesse, Severus a voulu combler son manque de figure paternelle et l'absence d'amour maternel. Donc l'amour, il va le chercher auprès de Lily, mais il va jamais le trouver. Et il va tout de même s'accrocher à cette idée durant toute sa vie. Donc il va même pas faire le deuil de Lily, alors qu'ils n'ont jamais été ensemble, quoi. C'est à quel point le mec était pathétique et obsessionnel. Et alors la figure paternelle, moi je trouve qu'il va essayer de la rechercher auprès d'hommes puissants, c'est-à-dire Voldemort et Dumbledore. Donc au final, Rogue est un homme courageux et loyal, certes, mais il a été auprès du bien comme du mal. Allez. Ok, maintenant je suis d'accord avec toi. Et alors, surtout, comme vous avez dit, c'est l'un des personnages, si pas le personnage le mieux adapté à l'écran, grâce à la magnifique performance du regretté Alan Rickman, qui a quand même livré une prestation all-time, je trouve.
et qui a donné ce côté beaucoup plus soft à Rogue que dans les livres où il est beaucoup plus virulent et beaucoup plus méchant encore que dans les films. Parce que justement, il a été demandé à J.K. Rowling des petits conseils sur son personnage. Et J.K. lui a vraiment et J.K. lui a montré ce que le personnage devait être. Et vers la fin, il lui a donné un petit secret j'avoue. pour lui expliquer vraiment l'origin story. Mais elle lui a demandé de promettre de ne rien dire. Et donc, comme Rogue, il a tenu le secret. Une autre partie pourquoi j'aime bien Rogue, c'est que c'est un putain de sorcier super balèze, quoi. Ses pouvoirs d'occlumencie, c'est complètement ouf, et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs d'être un triple agent, parce que c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ouais, et surtout, c'est le fait qu'il invente des sorts. Le gars, le mec, il était chaud, là. Le gars, il a inventé un nouveau sort interdit, quoi. Lévi-Corpus. Ouais, c'est vrai. Mais donc, c'est un peu comme partout dans le monde, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est très bien et quelqu'un qui est très mal, c'est un personnage très nuancé. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire. Voilà. C'était très beau. Sirius Black le dit très bien, mais je n'ai plus ces mots en bouche. Mais tu vas parler de Sirius Black. Et puis, dans le monde, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les mange-morts. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Ouais. Eh ben, écoutez, moi, Sirius Black, c'est mon personnage préféré, parce que je trouve que en fait, dans les livres, Rowling l'a tellement bien écrit et a montré vraiment le lien entre un parrain et son neveu. Je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment un lien qui est assez fort, mais enfin, sans oublier Hagrid bien sûr. Mais je trouve que Sirius est une des figures paternelles d'Harry. Donc Sirius pour moi c'est l'épitome du sacrifice. C'est vraiment le mec qui est prêt à se sacrifier, à donner sa vie pour les autres, pour sa famille. Enfin, allez, on va pas dire vraiment sa famille, mais pour la famille qu'il a choisie, et surtout pour son neveu. Donc, comme Léandre l'a dit, Sirius Black est en fait dans la maison Gryffondor, sauf que toute sa famille a été Serpentard jusque-là. Donc, c'est le fils de Orion et Walburga Black. C'est vraiment une famille qui est à fond sur les forces du mal et la théorie des sangs purs. Sirius n'est vraiment pas d'accord avec ça et il va essayer de se séparer de ça. Sauf que, bien sûr, sa mère va vraiment le détester et va essayer de le renier plusieurs fois. Et puis, vu qu'il va à Poudlard à ses 11 ans, il va être sorti dans Gryffondor. Ça va être encore un coup de plus pour sa mère. À 16 ans, il en aura vraiment marre. Il va partir de chez lui. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que sa mère va le renier pour toujours. Et il va partir chez les Potter. Donc, il aura créé un lien avec James Potter, Peter Pettigrew, Rémus Lupin. Et c'est tout, je pense. Ça, c'est les maraudeurs. Ouais. Et donc, ils vont être tellement soudés qu'on va... Moi, je vais dire que c'est une famille. C'est vraiment la famille que lui a choisie. Sauf que, bien sûr, il reste sa vraie famille, donc Bellatrix Lestrange, et Régulus, son frère. Donc, Régulus est un homme... Je vais dire qu'il est entre les deux. En gros, Régulus était quand même un mange-mort et il était à fond sur tout ce qui était pur, les sangs purs, avec les forces du mal, il était à fond avec Voldemort. Sauf que il va quand même essayer de se ranger vers les gentils, quoi. Donc il va essayer de reprendre un des, spoilers, Horcrux. Et puis, en fait, il va mourir en reprenant cet Horcrux-là. Bellatrix, par contre, elle va rester fidèle à Voldemort jusqu'à la fin, quoi. Ok, bon, je vais parler aussi de la fois où Monsieur a été piégé. Donc, Sirius Black était le meilleur ami de James Potter et donc est devenu un des meilleurs amis de Lily Evans. À 19 ans, il est devenu témoin à leur mariage, donc Lily est devenue Lily Potter. Un an après, ils ont eu justement Harry Potter. Donc, pendant cette année-là, ils ont intégré l'ordre du Phénix, donc l'ordre des forces du bien. Et donc, ils ont combattu pendant la première guerre des sorciers. Sauf que une prophétie par Trelawney, comme quoi le garçon qui est né en fin du 7e mois allait être la fin de Voldemort. Donc, en fait, il y avait deux garçons. Il y avait Neville Londubat et Harry Potter. Moi, je pense que ça aurait été tellement bien. Moi, je pense qu'au final, c'est Neville. Puis pour finir, Monsieur Jedusor a décidé de partir pour les Potter. Donc les Potter, sachant qu'il y avait vraiment un grand danger, ont essayé de jouer un sort de Fidelus.
Ils ont demandé à Sirius Black d'être leur gardien de secret. Sauf que, bien sûr, Sirius Black, sachant les liens qu'il avait avec sa famille des Black, il a demandé en fait de changer et de demander à Peter Pettigrew d'être leur gardien. Et une très mauvaise idée d'ailleurs. Quel sale bâtard. Donc, ils font ce sort de Fidelius et lui part et essaye de s'échapper puisque il pense vraiment que Voldemort est à ses trousses. Sauf que, bien sûr, Peter Pettigrew était déjà du côté de Voldemort quand il a fait le sort. Quand ils ont, fait le sort. Et donc, Pettigrew, en fait, a vendu les Potter. Et c'est comme ça que Voldemort a réussi à trouver les Potter. Et bien sûr, vous connaissez la suite. C'est vraiment un rat, hein, ce Peter. Oh là là. Oh là 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 là. Le sniper, là. Donc, à la fin, Sirius va essayer de retrouver la cachette de Pettigrew. Il va voir que Pettigrew n'est pas là et qu'il n'y a pas eu de traces de lutte. Donc, il va comprendre directement que Pettigrew est passé du mauvais côté. Et donc, il va essayer d'avertir les Potter, sauf qu'il va arriver trop tard. Hagrid sera là avec le petit Harry. Et donc, Sirius va demander à Hagrid de lui donner Harry parce que je suis son parrain. Sauf que Hagrid, bien sûr, a reçu des ordres de Dumbledore. Et donc... Salaud. Putain, il avait déjà tout prévu à ce Mais moment-là. Dumbledore, en gros, c'est vraiment un fils de schlag. Hein. Et Ah, donc, je te le dis, Hagrid ne donne pas le petit Harry à Sirius. Sirius va lui donner sa moto et va partir en lui disant « Je n'en ai plus besoin ». À ce moment-là, donc, on connaît ce qui se passe avec Hagrid et avec Harry, mais on ne sait pas ce qu'il se passe avec Sirius. En fait, Sirius va essayer de retrouver la trace de Pettigrew. Et il va la retrouver en plein milieu du Londres moldu. Et donc, il va essayer d'avoir Pettigrew, sauf que Pettigrew avait caché une petite baguette magique derrière son dos et a lancé le sort Avada Kedavra, ce qui a tué 12 moldus. Il a coupé un de ses doigts et s'est en fait volatilisé. Et donc, en fait, Sirius a été celui qui s'est fait prendre. Il a passé 14 ans à Azkaban, a essayé de rester tout à fait normal. Il s'est transformé en chien puisque c'est un animagus pour rester sain d'esprit. Et pendant ce temps-là, il s'est fait faire des tatouages. Donc en gros, si on regarde bien, le tout premier tatouage qu'il a, c'est celui qui est sur son sternum. C'est en fait un tatouage d'alchimie qui est traduit par amalgation. En fait, c'est traduit par le loup gris, qui fait référence justement à sa double personnalité de chien et d'homme, quoi. Mais il y en a beaucoup aussi de ces tatouages qui représentent la destruction et qui veulent aussi plutôt montrer à quel point il est brisé à l'intérieur. Donc, Sirius Black, si on regarde bien, Sirius, c'est l'alpha de la constellation du grand chien, donc Canis Major, qui est aussi encore un petit clin d'œil à sa faculté de se transformer en chien. Joli. Donc, Sirius aussi vient du mot grec Sirios, qui veut dire rayonnant. Donc, en gros, son nom est littéralement la lumière et l'obscurité. Oh là là, c'est ouf donc, quand même. Ça peut faire référence aussi au dieu Janus, qui a deux visages différents. Et donc, si on regarde bien le prisonnier d'Azkaban, quand on parle de lui et qu'on dit que c'est un meurtrier, on l'appelle Black. Mais quand les autres, donc ses anciens amis l'appellent, ils l'appellent Sirius. Donc ça montre vraiment la dualité du personnage. Donc moi, je trouve que Sirius est vraiment, on va dire, il est mal compris. Après... Quand vous avez dit qu'elle avait fait des études, doctorat, Harry Potter, là, on vous a pas menti. Hein. Écoute, merci beaucoup pour cette analyse. La double personnalité, Sirius. Merci. Black. You're not going mad. I can see them too. You're just as sane as I am. Et Dalil, tu vas nous terminer tout ça avec une superbe analyse, je n'en doute pas une seconde, du personnage le plus emblématique peut-être. Mais Franchement, sincèrement, quand tu rigoles, etc. Mais je rigole, mais tu sais que je rigole même pas, Ouais, je l'adore, c'est ça. Luna. Je l'adore. Luna Lovegood, c'est un peu le pilier de l'univers Harry Potter. Ouais, tu me fais Donc, une C3PO comme moi. Donc du coup, là, je suis en train de... c'est ça, je suis en train d'exactement faire la même chose que toi. J'ai regardé, j'ai bien analysé, alors c'est elle qui a la dernière phrase. C'est elle qui a la première et dernière phrase de l'univers. C'est ça, donc en fait c'est un peu elle qui commence toute la saga, tu vois. Enfin bref, non, plus sérieusement, j'ai un peu parlé sur ses origines. Luna Lovegood,
c'est la fille de Xenophilius et de Pandora Lovegood. Elle voit sa mère décédée devant ses yeux à l'âge de 9 ans. Enfin, sa mère essayait de faire un sort et ça a très très mal tourné. Ça a mené à sa mort. Du coup, elle est élevée par son père, rédacteur en chef du magazine Quibbler. C'est un magazine un peu particulier, alternatif, avec des complots, etc. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. On vous conseille de le lire d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Si vous y allez, si vous pouvez trouver un exemplaire, foncez. Donc, de ce fait, Luna va commencer aussi à partager ses idées farfelues et parfois complotistes de son père. Enfin, je ne vais pas vraiment parler de son histoire dans l'univers Harry Potter, tu vois. J'ai pas envie de refaire les films parce que, enfin voilà, vous pouvez regarder les films et vous voyez un peu ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est de la merde, c'est ça que tu dis. Non, pas du tout. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste Excusez-moi, mais mon analyse en profondeur était vraiment bien faite. Chacun voit un peu ce qu'il veut, tu vois. On avait liberté totale sur les chroniques. Donc moi, j'ai pas voulu parler de ça. C'est pour ça qu'on est tellement différents, en fait. Mais par contre, je voulais parler de ses relations. Puisqu'elle va développer une relation amoureuse dans les films avec Neville, mais son vrai amour, son vrai amour de toujours, c'est Rolf Scamander. Alors, ouais, ma gueule. Pour ceux qui ne savent pas qui est Rolf Scamander, ou la famille Scamander, eh bien, le plus grand représentant, c'est Newt Scamander, celui qui fait partie des Animaux Fantastiques. Il est quoi encore ? Il est pouf-souffle. Il est pouf-souffle. Voilà. Et Newt Scamander, c'est un des plus grands magizoologistes que le monde magique ait connu. Eh bien, Luna Lovegood, c'est une des plus grandes aussi magizoologistes de l'univers Harry Potter, en tout cas de son temps. Avec Rolf, elle va avoir deux chos. Donc Rolf, oui, c'est vrai que j'ai pas dit. Rolf, c'est le petit-fils de Newt Scamander. Après Poudlard, donc je dis, elle devient la plus grande magizoologiste de son temps. Et au niveau de ses affiliations dans Poudlard, c'est une de Serdaigle, comme moi. Et son patronus, c'est un lièvre. C'est ça. Je me sens vraiment seul là en tant que Serdaigle. Du coup, que ce soit à l'écran ou dans les bouquins, Luna, c'est vraiment un des rôles principaux de la saga Potter. Elle apparaît à partir du 5e tome. Non mais tu rigoles, Arrête de rigoler, franchement. Il rigole parce que vous avez pris des personnages super dark en mode regardez-moi, je suis profond, patati patata. J'ai rien dit sur Luna. C'est lui qui rigole. Mais Luna, c'est elle quand même qui va aider Harry Potter à rester sain d'esprit. Surtout dans le 5, à un moment... Un support psychologique très important. Elle est importante pour ça, et même dans le 7, attention spoiler, grâce à Luna Lovegood, et au fait qu'elle parle avec tout le monde, mais vraiment tout le monde. Elle a discuté avec le fantôme de la maison mère des Serdaigle. Elena Serdaigle. Et elle a mené Harry à Elena pour que Harry détruise l'Horcrux. Enfin, sans elle, il n'y a rien. Sans elle, ils seront vraiment dans la merde, puisqu'ils ne savent pas du tout où est... Enfin, ils ne sauront pas où est le diadème, quoi. Sans elle, dans le 6, Harry Potter rate son année à Poudlard. Ça aussi, c'est vrai. Enfin, bref, elle est vraiment... Ça, par contre, c'est pas vrai dans les livres. C'est Nymphadorakton, c'est normalement qui le libère. Mais bon, ça fait rien. Allez, continue. Alors, elle est souvent dans la Lune. Mais c'est fait exprès en fait de la part de J.K. puisque c'est bien connu J.K. Rowling, elle aime bien jouer sur les mots. Par exemple, son père Xenophilius. Ah, ce cher Xenophilius. Eh bien, ça viendrait du mot xénophobe. Et c'est pour ça qu'il est si reclus dans son petit monde, dans sa petite cabane, à faire son magazine Quibbler, etc. Il a vraiment du mal avec le peuple. Bref, tout ça pour dire que Luna est une fille qui est dans la lune, mais elle reste droit dans ses bottes. Et elle assume qui elle est surtout, tu vois. Elle n'a pas peur d'être honnête et de dire ce qu'elle pense. Et c'est ça qui fait sa force, en fait, de caractère. Et du coup, c'est vraiment bien retranscrit à l'écran par Evanna Lynch, qui est une grosse fan hardcore de Harry Potter. Alors, pour la petite histoire, Evanna Lynch, elle a eu une correspondance avec J.K., pendant son enfance, et a eu des problèmes de santé. Et J.K. lui a dit, l'a vraiment soutenu chaque jour de sa vie pour qu'elle combatte et qu'elle surmonte ce problème d'anorexie. Et 2 ans après,
eh bien, elle a décidé de passer le casting pour le rôle de Luna. Et casting qu'elle a eu. Et alors, il faut savoir que J.K. Rowling n'avait rien à voir là-dedans. Donc, elle n'avait pas de vue sur le casting. Et du coup, ça rajoute un peu à la magie des coïncidences, quoi. Parce que Madame Rowling a vraiment fait tout pour qu'elle surmonte tout ça. Il faut savoir aussi, un petit mot quand même, 2-3 petits mots sur Evanna Lynch. C'est une activiste pour le combat contre la maltraitance animale. Elle a vraiment toujours revendiqué ça. C'est une végane assumée. Elle jouait pas vraiment un rôle en fait. Non, franchement, mais en fait pas du tout. Et comme Luna Lovegood, elle aussi, elle a énormément de robes complètement rocambolesques. C'est elle qui a fabriqué ces bracelets de costumes. Et donc oui, elle est aussi perchée que Luna Lovegood, quoi. Mais c'est pour ça parce qu'elle était faite pour le rôle. Voilà, c'est ça. Elle était vraiment faite pour le rôle. On disait de J.K. qu'elle a vraiment essayé d'incorporer tout le monde dans le monde Harry Potter. Via le rôle de Luna Lovegood, elle a incorporé les gens qui étaient sur le spectre de l'autisme. Donc il y a vraiment des psychologues qui ont fait des études sur son personnage et qui ont retrouvé en fait des patterns des gens qui étaient sur le spectre. Ouais. C'est complètement assumé aussi de sa part. De toute façon, on ne va pas dire non, hein, surtout à ce niveau-là. Surtout maintenant. Bref, je trouve que vraiment le personnage est touchant. Il apporte vraiment une touche poétique et un peu barrée dans l'univers Harry Potter, surtout dans les derniers tomes qui sont très très dark. Elle est vraiment là pour adoucir ce qui arrive, et c'est elle aussi qui fait relativiser beaucoup de choses en fait. Tu vois, quand t'as Harry qui est vraiment dans son mindset de l'élu, etc., qui casse les couilles, elle vient pour le foutre 2-3 petites claques, quoi. Ouais. Et c'est vraiment plaisant, c'est vraiment une bouffée d'air en fait dans les bouquins. C'est pour ça que c'est pour moi un des personnages les plus importants de l'univers Harry Potter et que je kiffe ce personnage. Voilà. Ça termine un peu le in-depth des personnages et le gros du morceau de l'émission podcast sur l'univers Harry Potter. Harry Potter. Ou en russe, comme ils le disent, Gary Potter. Bon, on va passer à notre top quand même pour finir sur une petite touch plutôt positive, même si Dalil, tu as bien remonté le moral. niveau, Faut arrêter là. Là, on était en mode on va se couper les veines, amour obsessionnel. Et donc. C'est de sa faute pour avoir choisi Rogue. T'as pris Black aussi, donc. Des histoires de trahison. C'est un malcon. Non, ouais, c'est ça. Il est injustice. Oui, bref. Sarah, c'est quoi ton top dans l'univers Harry Potter? Moi, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ouh. Bah écoutez, je sais pas, j'ai trouvé... en tout cas, quand je l'avais regardé la première fois, surtout à l'écran, ça, je sais pas, je trouvais que c'était bien. Non, c'est dans le 3 que j'ai flippé. Non, le 2, il me faisait trop peur. Moi, c'est le loup-garou qui me faisait flipper quand j'étais petite. Ouais, beaucoup de gens disent ça. Ouais. Non, mais franchement, je trouvais que c'était vraiment bien cette idée de monstre qui était à l'intérieur de Poudlard et qui essayait vraiment de tuer tous les sangs impurs, on va dire. C'était un peu bizarre, mais franchement, c'était bien. Aussi, c'est la première apparition de Dobby. Je sais pas, vous aimez pas voir Dobby et faire Harry Potter? Je sais pas, moi, ça m'avait toujours... J'avais toujours bien aimé. Harry a donné une chaussette à Dobby. Dobby est libre. Je sais pas, j'avais toujours adoré Dobby. Sans oublier que c'est enfin dans celui-ci que Monsieur Tom Jedusor fait vraiment une apparition corporelle, on va dire. Donc j'avais vraiment trouvé que juste vraiment la chambre des secrets en elle-même était vraiment bien faite. Voilà quoi. Moi je trouvais que c'était vraiment un bon film et un bon livre parce qu'ils étaient vraiment bien... Enfin, ils étaient vraiment en symbiose, je trouve. Ils ont vraiment bien représenté le livre dans le film. Ouais, c'est vrai. Et toi, Dalil? Mon flop, c'était Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé en film. Et mon top, c'est Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé en livre. Oh, le mec, c'est tellement méta. Moi, je suis méta de ouf. Bah ouais, enfin, qu'est-ce que tu veux dire, gros, le bouquin, il est dingue. Moi, quand je l'ai lu la première fois, à la fin du bouquin, j'ai juste reposé et j'ai fait... Là, tu te prends une charge émotionnelle sur le dernier chapitre. C'est pas bien. Ah ouais, non, tu vois trouble, hein. Et tu apprends plein de choses. Enfin, c'est celui qui va vraiment poser les bases et qui te donne des clés de réponse des 5 premiers tomes, mais qui va aussi poser les bases pour comprendre le tout dans la dernière pièce de puzzle qui est les reliques de la mort, tu vois.
C'est là où tu fais vraiment un in-depth de la vie de Tom Jedusor. Il était complètement fêlé dès le départ. Et c'est ouf que Albus ait décidé de le prendre sous son aile, quoi. Toute l'intrigue, justement, du qui est ce prince de sang mêlé, elle te tient en haleine du début jusqu'à la fin. C'était un sale twist. Et voilà, quoi, ça m'a vendu du rêve du début jusqu'à la fin. Mais ouais. Non, et toi, c'est quoi ton gros kiff? Écoute, moi je vais faire dans l'originalité comme toi. Hein. Tu as un peu volé mon idée. Non, je rigole. Mais ça fait plusieurs podcasts qu'on est fort en connexion et donc j'ai fait comme toi. Mon flop c'était Harry Potter et la Coupe de Feu et donc mon top c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Oh là là, mais la symbiose. Et voilà quoi. Wow. On est tellement méta. Wow. We're so connected. Et donc moi aussi c'est le livre que j'ai particulièrement apprécié de par son action. Parce qu'il y avait plein d'actions, quoi. Moi j'aime bien l'action. Ouais, toi t'es un gars qui aime Fast and Furious. Voilà, par exemple. D'ailleurs, le podcast Fast and Furious est toujours en construction, ne vous inquiétez pas. Il arrive. C'est ça, bientôt. tu vas arriver, on va faire un in-depth, on va montrer Janus. Ça va arriver. Moi je veux bien parler de Hobbs and Shaw, juste pour deux. Et donc, pourquoi j'aime bien Harry Potter et la Coupe de Feu? Parce que pour moi, je considère ça comme le turning point vraiment dans l'histoire. Le retour de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Dis son nom. En forme... Non, je n'oserais pas. En forme humaine, on va dire. Ça y est, à la fin du 4, c'est bon, c'est... Ok, les choses sérieuses commencent. C'est ça. Enfin, après il y a le 5, gros quoi. guns. Oui, après il y a le 5, mais je veux dire, enfin... En film, c'est de la merde, mais en livre, c'est une scène. Le 5, il est vraiment dingue. Tu vois. Et t'as, enfin, la scène finale la fin du 4, c'est quand même heavy, quoi. C'est quand même assez lourd. RIP RIP. à tous les pauvres souffles. I feel you. Et alors, ce qui je trouve qui est bien, c'est que, évidemment, on a grandi en même temps que cette histoire. Enfin, la plupart d'entre nous. Et, Sarah. Et donc, les enjeux ont grandi en même temps que nous. Donc, c'est devenu beaucoup plus sérieux en même temps qu'on est devenu un peu plus grand. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de... Voilà quoi, un peu notre jeunesse et notre... C'est ça. Notre insouciance. C'est le temps de la désillusion, quoi. Ouais, tu rentres dans le monde adulte. Voilà, c'est vraiment ça. Et il y a Cédric qui meurt. Oh putain, tu l'as dit. Ben voilà, je pense que ça conclut un peu ce super podcast spécial Harry Potter avec bien évidemment les analyses et les précisions de notre invité spécialiste Sarah. Merci beaucoup Sarah. Merci à vous de m'avoir reçu. Est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part peut-être? Ouais, sur Instagram. Ok, on mettra ça dans la description. Vous pouvez nous suivre évidemment nous, tant qu'on y est. C'est plutôt sympa. Ça fait toujours plaisir. Franchement, ils sont bien, vous savez. Leur story Insta, c'est bien. Ah, c'est du travailler. Hein. Ouais. Nous sommes les maîtres des réseaux sociaux. Bon, aussi, vous pouvez quand même les écouter. Hein, parce que, juste écouter la spéciale Potter, c'est pas super, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas pour tes analyses qui ont été magnifiques, hein, je dois le dire. Merci Dalil, évidemment, mon acolyte de toujours. Depuis 10 émissions maintenant. Bah ouais, putain, ça fait déjà 10. Ça fait déjà 10 semaines, frère. Bah Plus ouais. que 10 semaines. Bah ouais. Et alors, petite précision, si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux, donc on passe à un autre format un peu d'émission, un autre créneau, on va dire, d'émission. On va faire une émission toutes les 2 semaines jusqu'à ce que la situation nous permette de revenir à une semaine à un podcast. J'espère que vous comprendrez, évidemment. J'espère que ce podcast vous a plu. Un petit mot, les amis, pour finir. Il faut pas l'oublier, quoi. La confiture. Ouais. Est-ce que... Oui. La pop culture? La pop culture, c'est comme... de la confiture, je pense. Ouais, je pense. Non, c'est pas la confiture, c'est comme la pop culture. La confiture, c'est comme la... Non, la pop culture, c'est comme la confiture. Ah oui,